Добрый день. Bonjour, chers collègues. Nous sommes ravis de vous saluer dans le centre de presse du ministère des Affaires étrangères au briefing de l'ambassadeur itinérant, M. Mirochnik, sur les crimes du régime de Kiev. Au cours de notre conférence de presse, on va vous présenter un rapport sur les crimes du régime de Kiev qui ont été commis dans le deuxième trimestre de 2025. Après le mot de bienvenue, vous aurez la possibilité de poser vos questions et je vous prie de bien vouloir de poser les questions sur le sujet de notre conférence de presse. Notre briefing est traduit en anglais, en français et en espagnol. Monsieur Mirochnik, à vous la parole. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs. Les 3 derniers mois, de début juillet à fin septembre 2025, ont clairement démontré les approches des parties au conflit et leur intérêt pour une résolution pacifique. La partie russe a concentré ses efforts sur le fond du processus de négociation d'Istanbul, sur l'organisation d'un sommet des présidents de la Russie et des États-Unis en Alaska, où le règlement ukrainien était une question clé, et sur la présentation des initiatives russes fondamentales en faveur de la paix à la communauté internationale dans le cadre de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Comment la partie ukrainienne a-t-elle répondu aux efforts de paix de la Russie pour régler le conflit? En laissant de côté la rhétorique creuse de Zelensky, je peux le montrer par des exemples concrets. Lors de la préparation et du déroulement du 3e tour de négociation d'Istanbul du 22 au 24 juillet, les formations armées ukrainiennes ont organisé toute une série de frappes massives sur des objets civils dans les régions russes proches du front. Dans la région de Kherson, au moins 413 frappes sur des objets civils ont été enregistrées en 3 jours. Entre autres, un drone ukrainien a frappé un bus de passagers dans le district de Olapristagne, entraînant la mort de 3 personnes et hospitalisation de 3 autres dans un état grave. Le résultat global de ces raids a été la mort de 7 civils et 20 autres personnes ont été blessées à divers degrés de gravité. Immédiatement après la fin des négociations, dans la nuit du 24 juillet, les quartiers résidentiels de la ville de Sochi, dans la région de Krasnodar, ont été frappés par les forces armées ukrainiennes. Une attaque massive par des drones à longue portée a tué 2 femmes et blessé 13 autres personnes. Au même moment, dans la région de Zaporozhye, des combattants ont attaqué des objets dans les arrondissements municipaux de Vassilivka et Poloï. Leurs frappes ont fait 3 morts et 9 civils blessés. Au sommet de l'Alaska, entre la Russie et les États-Unis, le régime de Kiev a réagi par une série de frappes symboliques et spectaculaires sur les centres des capitales régionales proches du front. Donetsk, Belgorod, Rostov-sur-le-Don, Kursk et Bryansk. En seulement 2 jours d'attaques massives provoquées par l'hystérie de Zelensky, qui n'a pas été invité à Anchorage, environ 60 civils ont été touchés. Sur Belgorod et les territoires adjacents, pas moins de 388 drones d'attaque ont été lancés. Le bâtiment du gouvernement de la région de Belgorod a été touché par des drones au moins 4 fois. Des drones darts assemblés sur le territoire ukrainien ont attaqué le bâtiment du tribunal de la ville et un nombre d'autres institutions sociales de la ville. Les autorités locales ont été obligés de suspendre le travail des grands centres commerciaux et de renvoyer les enfants des écoles chez eux ou de les cacher dans les abris antiaériens pour les sauver plus tard. Comme vous pouvez le voir, cette liste ne comprend aucun objet militaire. À la suite des frappes sur Belgorod, 22 civils ont été blessés et une personne est décédée à cause des blessures. À Kursk, des drones ukrainiens ont attaqué un immeuble en plein centre-ville, entraînant la mort d'une civile et faisant 15 blessés.
À Rostov-sur-le-Don, un drone ukrainien s'est écrasé et détoné aux étages supérieurs d'un immeuble central en ville. Les victimes de cette attaque ont été 15 civils, dont la plupart ont été hospitalisés dans des établissements médicaux locaux. Pour la même date, les terroristes ukrainiens ont planifié un nombre d'autres crimes qui ont été déjoués par les employés du service fédéral de sécurité russe. Sur le territoire de la région de Bryansk, un groupe de combattants du 3e régiment de forces d'opération spéciales d'Ukraine qui préparait des sabotages de voies ferroviaires empruntées par des trains de voyageurs a été neutralisé. Des crimes similaires avaient déjà été commis par les bandits ukrainiens fin mai de cette année, à la veille du deuxième tour des négociations d'Istanbul. Leurs victimes avaient alors été 120 civils. Grâce aux actions efficaces des services antiterroristes du FSB, 3 combattants ukrainiens ont été arrêtés et 3 autres ont été liquidés. À la veille de la semaine de haut niveau de septembre à l'Assemblée générale des Nations unies, le régime ukrainien préparait une forte augmentation du nombre de tirs sur les infrastructures civiles, principalement dans les régions de Belgorod, Kherson et Koursk. À la suite de quoi, les 22 et le 23 septembre seulement, 39 civils sont devenus victimes de l'agression ukrainienne, dont 4 mineurs. Le 23 septembre, à la veille du discours de Volodymyr Zelensky à l'ONU, une attaque a été perpétrée contre une station qui alimentait les centrales nucléaires de Zaporozhye en électricité. Les terroristes ukrainiens ont mis hors service la ligne électrique à haute tension Dniepropetrovskaya qui passe par le territoire encore contrôlé par Kiev. La centrale nucléaire de Zaporozhye se retrouvait complètement déconnectée de l'alimentation électrique externe, ce qui a créé une menace directe pour la sécurité nucléaire. Kiev bloque toujours la possibilité de restaurer cette ligne et d'autres flux d'électricité vers la centrale, soumettant régulièrement cette artère et d'autres reliant la centrale au réseau d'alimentation à des tirs. Ce ne sont que quelques fragments révélateurs démontrant la véritable approche de Kiev concernant le règlement du conflit. Chaque tentative de transformer l'effusion de sang en canal politico-diplomatique s'accompagne d'une intensification des tirs sur des objets civils et de l'organisation de provocations. Au total, sur 92 jours de début juillet à fin septembre, des unités armées ukrainiennes ont tiré sur des objets civils au moins 38 278 projectiles de différents types. Le nombre total de munitions tirées par le régime de Kiev sur la population civile et les objets civils depuis février 2022 s'élève à au moins 316 500 unités. Chaque impact de cette munition a apporté la mort et la destruction à des gens innocents. Au cours des 3 derniers mois, c'est la région de Belgorod qui a le plus souvent subi des tirs massifs sur des objets civils. Les points chauds les plus souvent ciblés par les armées des nazis sur ce territoire étaient le district urbain de Chebekino et Graivoron, les régions de Krasnorouchka, Belgorod et Borisovka. Dans la région de Kherson, les districts et localités situés sur la rive gauche du Dniepr ont été intensément attaqués, principalement les districts municipaux de Olapristane, Novokakhovka, Aloshkinsk dans la République populaire de Donetsk, les villes Orlovka, Donetsk, Makeivka, dans la République populaire de Lugansk, le district de Lysychansk, la région de Svatovski et Krymina. Dans la région de Zaporozhye, la ville Energodar, les districts municipaux de Kamska-Dniprovski et Vassilievka. Dans la région de Koursk, les districts de Glushkovski et Sudan. Dans la région de Bryansk, les districts de Pogar, Starodub, Suzemka, Klimovo et Sevska. Sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, au moins 1749 civils de la Fédération de Russie ont été victimes des actes des combattants ukrainiens. Il s'agit du plus grand nombre trimestriel depuis début 2025. En janvier-mars, 1400
89 victimes avaient été enregistrées. En avril-juin, nous avions constaté 1537 victimes, maintenant 1749. Des blessures et des mutilations de divers degrés de gravité ont été reçues durant cette période par au moins 1532 personnes, dont 88 mineurs. 217 civils sont morts, dont 6 mineurs âgés de 5 à 14 ans. Au total, depuis février 2022, au moins 24 299 civils ont déjà été victimes des actes de formation armée ukrainienne, dont au moins 17 205 ont été blessés, dont 1041 enfants mineurs. 7 094 personnes sont mortes, dont 234 mineurs. Tout cela est le résultat des actes du régime criminel de Kiev dirigé par Zelensky, qui a choisi comme stratégie la terreur envers la population civile russe. Le monitoring des actions du régime criminel de Zelensky permet de tirer un certain nombre de conclusions intermédiaires caractérisant les approches du régime de Kiev et confirmant la volonté irrépressible de Zelensky de se mettre pour l'escalade d'un mépris flagrant des normes du droit international humanitaire. Au cours du troisième trimestre de cette année, nous pouvons constater une croissance du nombre de tirs sur les objets et infrastructures civiles des régions russes. Par rapport à la période printanière, leur nombre a pratiquement doublé. Le nombre quotidien d'impacts sur des structures civiles atteignait 450 à 520 unités. Au cours des 3 derniers mois, le nombre de victimes parmi la population civile a considérablement augmenté. Par rapport au trimestre précédent, plus de 200 civils supplémentaires ont été touchés. L'arme principale des combattants ukrainiens contre la population civile aujourd'hui peut en toute responsabilité être appelée les systèmes de drones d'attaque. Plus de 70% des civils touchés ont été victimes d'attaques de drones ukrainiens. Rien qu'en 3 mois, environ 1200 civils ont été victimes de frappes par drone. Je vais vous montrer seulement quelques personnes qui m'ont raconté comment elles avaient souffert des attaques des drones ukrainiennes. Je suis sortie entre la banque PSB, c'est la maison numéro 149 et la maison numéro 147. Je venais juste d'y entrer quand un drone a frappé. Voilà, j'étais couvert de sang, mais je suis rentré chez moi par mes propres moyens. Est-ce qu'il y avait des objectifs militaires à proximité? Il n'y avait personne, il n'y a que des ouvriers du bâtiment qui travaillaient. Ils renforcent le réseau de chauffage, il n'y avait absolument rien à proximité. Oui, j'ai tenu une opération aussi, tout avait été arraché, il n'y avait plus du tout de tendons. Un drone volait quelque part au-dessus de nous. Et il a lâché une charge sur notre maison. Une première charge, puis une seconde. Je n'ai ressenti qu'une douleur atroce. Des explosions, la maison se fondre, tout se fond. Ma jambe a été arrachée, l'autre a été arrachée. Il y avait des éclats d'obus partout ici. Je suis recul de justesse. Un drone a surgi de la rue Peromaiskaya et survolé la rue Sverdlovka. Il est passé près de nous, puis a fait demi-tour. J'avais à peine eu le temps de m'éloigner de quelques mètres de la voiture. Je l'ai vu qu'il planait au-dessus de nous. Je fais encore quelques pas et puis plus rien. Fracture de l'omoplate. Voilà, vous pouvez voir la fracture de l'omoplate ici. Le drone est arrivé. André a crié « Sautons !» Nous sommes été en motoculteur. J'ai sauté de la carrosserie et lui du volant. Il a sauté dans une rainure et il m'a crié « À terre, à terre !» Et à ce moment, le drone s'est retourné et nous a attaqué. Je ne me rappelle pas déjà où il s'était explosé. André m'a rapproché. J'ai saigné déjà d'ici, de l'œil. Un drone était suspendu dans l'air. Il surveillait et attendait le moment où les travaux de la sous-station commenceraient pour frapper le personnel. Et Dieu merci, j'étais seule. Tous autres ont été à la distance considérable. J'ai été seule à être touchée. Les frappes de drones
sur la sous-station se passe tous les 2 jours. C'est certes. Voilà comment ça se passe. Les Ukrainiens comprennent de quel type d'installation énergétique il s'agit. Ils le suivent systématiquement et effectuent des frappes. Ce sont des preuves des civils qui ont été touchés dans les derniers mois par des drones à des combattants ukrainiens. En deuxième position, parmi les armes par le nombre de meurtres des civils et de blessures infligées à la population civile, se trouvent les systèmes de la lance-roquettes multiples de longue portée, le plus souvent le système américain MLRS IMERS. Kiev, malgré la zone grise de plus en plus vaste d'où les soldats russes ont chassé déjà des combattants ukrainiens, utilise, comme ils disent, la longue portée pour atteindre les civils et les infrastructures civiles situées de plus en plus à l'arrière et non détruites jusqu'à la base par la guerre. Ils n'ont pas particulièrement besoin de, par exemple, Avdiivka, Artyomovsk, Kurakovo, peu peuplés. Ils frappent des villes éloignées de la ligne de front. Donetsk, Makeivka, Volnovakha, et c'est seulement les données sur la région de Donetsk. Aujourd'hui, nous constatons ce que ces derniers mois, les combattants ukrainiens, dans leur volonté de tuer et de mutiler le plus grand nombre possible de civils, ont de plus en plus recours à l'utilisation d'armes dites inhumaines. Des corps des civils blessés, les médecins extraient des éclats non identifiables par radiographie dont les nazis bourrent leurs munitions. Les opérateurs des drones ukrainiens utilisent délibérément les mélanges incendiaires pour brûler des rues entières de bâtiments civils. Sur les routes et dans les cours d'immeubles, les habitants trouvent des mines camouflées en objets domestiques, des mines antipersonnelles destinées à tuer ou à mutiler la population civile. Les combattants ukrainiens ont utilisé la période de récolte estivale pour frapper la machinerie agricole, les entrepôts à grains et les véhicules civils transportant les récoltes depuis les champs. Dans leur volonté de priver la population des régions russes de leurs récoltes et de produits alimentaires, les combattants ukrainiens ont attaqué plus d'une centaine de machines agricoles, parmi lesquelles les moissonneuses-batteuses, les tracteurs, les camions de transport de marchandises et un autre type de crime que Kiev s'efforce avec instance ces derniers temps d'attribuer à la Russie, mais ne retrouve invariablement démasqué dans son mensonge. Au cours de la période décrite, l'Ukraine a tenté au moins 19 fois de frapper 3 centrales nucléaires russes, celle de Zaporozhye, celle de Kursk, celle de Smolensk. Les 2 premières semaines d'octobre ont vu une autre centrale nucléaire victime d'un acte de terrorisme nucléaire de la part de Kiev, la centrale nucléaire de Novovoronezh, où un drone ukrainien a frappé la tour de refroidissement du 6e bloc énergétique. Ensuite, je me permettrai seulement de vous rappeler les circonstances et les conséquences de certains crimes les plus retentissants commis par les nazis ukrainiens pour lesquels il n'y aura ni amnistie ni pardon. De juillet à septembre 2025, les victimes des actions des combattants ukrainiens ont été 88 enfants mineurs, dont 82 blessés et 6 tués. Le plus jeune des enfants touchés n'avait que 3 mois. Je citerai encore un fait qui prouve que dans les forces armées ukrainiennes combattent des monstres dépourvus de toute humanité et de tout sens du sacré. Leur esprit est obscurci et leur conscience leur permet de tuer intentionnellement des enfants au sens propre du terme. Durant cette période, 61 enfants ont souffert des frappes de drones ukrainiens. Des opérateurs ukrainiens de drones voyaient clairement qu'il y avait devant eux des enfants sans défense, mais n'ont même pas pensé de tourner ou à refuser la frappe mortelle. Ils ont tué les enfants des ennemis. Et ainsi, le 12 août, un drone ukrainien a largué une munition sur une aire de jeux pour enfants dans la cour d'un immeuble résidentiel ordinaire. 4 enfants ont été blessés, 2 filles et 2 garçons âgés de 10 à 12 ans. Tous ont été hospitalisés à l'hôpital pour enfants. Le 8 juillet,
En pleine saison balnéaire, un drone d'attaque ukrainien a frappé une plage municipale à Koursk. À ce moment-là, des dizaines de civils s'y trouvaient. Petit Tola, âgé de 5 ans, était venu là-bas avec sa mère et lorsque les attaques de drones, le garçon a essayé de protéger sa mère du feu et des éclats avec son propre corps. Il a reçu des brûlures sur plus de 30% de sa petite silhouette. Les blessures ont été trop graves et son corps s'est arrêté pendant son transfert vers le centre médical pour enfants à Moscou et les médecins, malheureusement, n'ont rien pu faire. Pour les nazis ukrainiens, les médecins, les secouristes, les travailleurs des services publics appartiennent à une catégorie particulière qu'ils traquent ouvertement. Pour ce type de crimes, leur commandement leur attribue des primes et des décorations spécieuses qui devraient plutôt porter l'inscription pour le traitement le plus inhumain des civils. Apparemment, c'est une forme distincte de bravoure nazie de frapper un véhicule portant une croix rouge ou d'attaquer une citerne des pompiers pendant le feu. Au cours des 3 derniers mois, 55 employés des services d'urgence ont été touchés pendant qu'ils accomplissaient leurs devoirs professionnels et humains. Pour cette mission mortelle mérite les plus grands éloges et récompenses, tandis que les bandits ukrainiens doivent recevoir un châtiment sévère conformément aux principes internationaux. Durant cette période, 24 sécuristes du ministère des situations d'urgence ont été blessés. Parmi les travailleurs des services communaux d'urgence, 11 étaient blessés, 5 tués. Parmi les travailleurs médicaux accourus pour aider d'autres victimes, 15 ont été blessés, 4 sont morts en accomplissant leur mission la plus noble. Ainsi, dans la ville de Pologi, région de Saporogie, le 24 juillet, un drone kamikaze ukrainien a frappé une ambulance. Le conducteur a été tué. L'infirmière et le sécuriste ont été grièvement blessés, brûlés, et le véhicule sanitaire a été réduit en carcasse calcinée. Le 11 août, à Gorlovka, dans la République de Donetsk, l'équipage d'une ambulance a été attaqué par un drone kamikaze et à la suite de l'attaque, 2 femmes médecins ont été tuées. Un autre employé a subi un traumatisme explosif grave, une commotion et de multiples blessures par éclat. Dans le district municipal de Svatovo, dans la République de Lugansk, une frappe d'un drone FPV ukrainien a tué les employés de la société Vodokanal de Svatovo. Un drone ukrainien a attaqué un véhicule de service portant tous les marquages appropriés alors qu'ils se rendaient sur un site pour établir l'alimentation en eau dans une maison précédemment touchée par les mêmes forces armées ukrainiennes. En parlant des moyens particulièrement sophistiqués de tuer et de mutiler la population civile, il faut évoquer une série de découvertes faites par nos spécialistes militaires après la libération de la région de Koursk. C'est là que les représentants du pays signataires de la Convention sur les armes inhumaines, à savoir l'Ukraine, ont lucé les habitants des mines piégées et des dispositifs explosifs interdits par le droit international. Avant leur retraite, dans les maisons abandonnées, sur les terrains privés, à l'intérieur d'appareils électroménagers et même à des endroits bien visibles, des nazis ont laissé des centaines de mines et d'engins explosifs camouflés en objets domestiques, en jouets, en billets de banque. Par exemple, dans la bibliothèque du village de Kaoutchouk, région de Koursk, des nazis ont déposé une mine antipersonnelle déguisée en livre. À l'intérieur du volume se trouvait près d'un kilogramme d'explosifs. Un seul faux mouvement aurait suffi pour déchiqueter le lecteur en morceaux sanglants. Pour tous ces faits de crimes mentionnés, des affaires pénales ont été ouvertes et des enquêtes sont en cours. Les auteurs de ces crimes sont connus aux unités militaires. Il y a des cours chargés de régler ces affaires et le sort de ces gens sont scellés, peu importe le temps nécessaire pour les retrouver. Le châtiment est inévitable. Nous partons du principe que tous les crimes des nazis ukrainiens mentionnés ont été commis contre la population russe sur les territoires
relevant de la juridiction russe et par conséquent, ils doivent être jugés par des tribunaux russes. Au cours des 3 derniers mois, le comité d'enquête de la Russie a ouvert 632 nouvelles affaires pénales contre des criminels de guerre ukrainiens. Les enquêtes sont actuellement en cours. Au total, depuis février 2022, les tribunaux russes, sur la base d'enquêtes menées, ont rendu des verdicts de culpabilité dans 483 affaires pénales contre 622 personnes. Pour la période de 1er juillet au 30 septembre de l'année 2025, 35 autres affaires pénales contre 35 militaires ukrainiens ont été finalisées et transmises au tribunal. Nous voulons souligner un détail important que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises. Les données concernant les civils blessés et surtout tués sont de nature préliminaire. Récemment, les enquêteurs du comité d'enquête de la Russie ont procédé à plus d'une centaine d'exhumations de sépultures de civils dans les territoires libérés de la région de Koursk. Cette procédure permettra de déterminer précisément les causes de la mort des civils qui n'ont pas survécu, la présence sur leur territoire des combattants ukrainiens et de mercenaires étrangers que personne n'avait invités. Mais pour ce qu'ils ont fait, ils devront répondre sur la base des faits établis de manière fiable. En conclusion, je voudrais noter que les données que nous avons présentées constituent une confirmation officielle que Kiev a systématisé la commission de crimes de guerre dans sa quête d'atteindre ses objectifs criminels. Perdant systématiquement sur le champ de bataille, et pendant cette période, les forces russes ont libéré de l'occupation ukrainienne plus de 1700 km² de territoire, le régime de Kiev cherche à compenser ses défaites par le terrorisme et la violation des règles de la guerre. En parlant du soutien aux capacités de défense et sommes colossales allouées à Kiev, l'Occident passe honteusement sous silence le fait qu'il finance généreusement des bandits et des terroristes, leur donnant les moyens pour frapper des maisons d'habitation et des hôpitaux, de chasser des bus et des trams, d'incendier des véhicules sanitaires et des moissonneuses-batteuses. Les Occidentaux, concentrés sur l'invention de moyens d'agression juridique contre la Russie, ignorent les faits indiscutables des crimes du régime nazi de Zelensky et bloquent les mécanismes internationaux d'enquête sur les crimes de guerre existants jusqu'à récemment. Il ne leur convient pas car ils ne permettent pas d'ignorer les faits criants des crimes commis par des nazis ukrainiens et pourraient directement conduire aux commanditaires et complices de ces crimes, lesquels ils ne sont autres qu'eux-mêmes. Immédiatement après la fin du briefing, le texte du rapport dans les 3 langues, russe, anglais et espagnol, seront publiés sur les ressources du ministère russe des Affaires étrangères et officiellement transmis aux organisations internationales pour être utilisés par toutes les parties prenantes pour une évaluation équitable des actions du régime de Kiev fondée sur des données vérifiées et fiables. Voilà le rapport qui sera transmis en forme de livre et électroniquement et sera publié sur notre site immédiatement. Dans un avenir proche, en collaboration avec la délégation russe à Vienne, aux négations de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, nous avons l'intention de tenir une téléconférence internationale reliant plus de 30 pays sur le thème « Sur la voie de la libération de la République de Louhansk » et de révéler les détails des crimes que les habitants de la République populaire de Louhansk subissent depuis 10 ans de la part du régime de Kiev. Le 23 octobre, nous serons prêts à présenter des faits, des témoignages et des preuves de violation des normes internationales par le régime de Kiev à l'encontre de la population civile ayant choisi la voie de la liberté face à la dictature ukrainienne. Donc c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre discours très informatif, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions?
Добрый день. Так, пожалуйста, да, Радио Сага. Bonjour, Radio Saga. Merci beaucoup pour ce discours très informatif. Radio Saga Islande, est-ce que vous pouvez nommer les représentants des autorités ukrainiennes les plus odieux, leur action et leur sort pour le moment? Merci. Разделю украинских злодеев. Je voudrais séparer les monstres ukrainiens qui attendent déjà la décision pénale et ceux qui ne sont pas été arrêtés par nos forces de justice. Ou bien sûr, entendez dire de ce qui s'est passé dans la région de Rusko-Porechie, dans la région de Kursk. Un monstre qui a été arrêté par la justice russe attend la décision pénale. Il a avoué le meurtre de plus de 20 personnes, le harcèlement de 7 ou 8 femmes. Il a parlé des tirs sur la population civile quand ont été reçus l'ordre de les liquider. Cette personnalité, je ne vais pas vous présenter leur nom, je vais vous donner les détails qui seront présentés au cours du tribunal. D'autres combattants qui ont avoué les meurtres, les harcèlements, le pillage, les tortures des civils, leurs enquêtes sont en cours et puis ils seront jugés pour obtenir une décision pénale. J'ai fait la connaissance avec la plupart des décisions faites à l'égard des combattants ukrainiens. Le délai minimal, c'est 8 ans d'emprisonnement. Pour la plupart, c'est 20 ans d'emprisonnement et pour la plupart des combattants ukrainiens ont reçu. Те, кто находятся пока Ont reçu l'édition en perpétuité et parce que en Russie, il y a le moratoire sur la sentence de mort. Quelques personnes ont avoué d'avoir planifié et d'avoir coordonné et organisé la tenue des actes terroristes. Ce sont les chefs des services de renseignement de l'Ukraine, le chef des SBU et un groupe de personnes qui a participé à l'organisation des mesures des actes qui violent directement les normes et les principes du droit international humanitaire. À savoir, il organise des actes terroristes ou les tortures contre la population civile, ce qui est prohibé par les principes du droit international humanitaire, par les conventions de Genève et d'autres documents internationaux. Voilà, à l'égard de ces monstres, il y a des enquêtes en cours et je ne sais pas combien ça va durer. En fait, pour eux, il y a deux options. La première option, ce sont les conditions des actions de guerre. Et puis, à la suite du procédure, il y aura des décisions faites par les organes de justice de la Fédération de Russie. Peut-être il y aura d'autres décisions pénales qui sont liées à la forme des décisions pénales pour les criminels qui ont violé les principes du droit international. Je ne vais pas nommer les personnes, les coordinateurs qui commandent ces crimes, qui définissent la politique de l'Ukraine à l'égard de la population civile. Je ne vois aucune raison. Ceux qui sont responsables pour ces actes, pour ces crimes, c'est le régime de Kiev, le régime de Zelensky et son entourage. C'est lui qui donne des ordres d'employer l'arsenal des munitions terroristes contre la population civile qui sont prohibées par le droit international humanitaire. Merci. Спасибо. Спасибо за информацию. Спасибо. Да, пожалуйста. Российское военное обозрение, мне кажется, хочет задать вопрос. Le monitoring russe militaire, je m'appelle Ekaterina.
Quelle est la situation humanitaire autour de la centrale de Zaporijie? Pour le moment, est-ce que l'AIEA aide à contenir les actes terroristes contre la centrale de Zaporijie? Ces derniers jours, au moins 4 centrales nucléaires ont été frappées par les forces ukrainiennes. Ils utilisent les drones. Et si l'on parle de la centrale de Zaporijie, ce sont d'autres types d'armements qui sont utilisés par les forces ukrainiennes pour frapper les unités spéciales de la centrale de Zaporijie. Nous avons déjà présenté des faits. Nous avons présenté des faits pour l'AIEA. La situation à Energodar autour des lieux où se situe la centrale de Zaporijie est difficile et complexe parce que l'Ukraine effectue des frappes régulières. Aujourd'hui, Zelensky a dit à maintes reprises, en tâchant d'accuser la Russie, que la centrale de Zaporijie n'est pas fournie par l'électricité à cause de nos actions. C'est un mensonge. La partie ukrainienne, au cours des derniers mois, a frappé sur la centrale de Zaporijie qui ont rompu la centrale de Zaporijie avec les liens d'électricité qui proviennent du territoire de la Russie et du territoire qui est contrôlé par l'Ukraine pour le moment. Il effectue des frappes régulières sur ces zones et ne donne pas la possibilité de les rétablir parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, la situation autour de la centrale de Zaporijie, c'est la partie ukrainienne qui est un responsable et le régime de Kiev qui mène cette stratégie contre cette centrale. Est-ce que l'AIEA réagit? Oui. L'AIEA a enregistré ces faits. L'AIEA tâche de se distancer de la politique en accusant personne de ces frappes sur la centrale de Zaporijie. Et nous comprenons bien que M. Grossi et les représentants, les experts de l'AIEA qui se trouvent pour le moment à la centrale savent bien et comprennent bien ce qui se passe, mais il manque la volonté politique pour accuser ceux qui frappent la centrale de Zaporijie et ceux qui sont responsables pour les situations qui se déroulent dans la zone de cette centrale, la plus grande au monde. Merci. La chaîne Tavria, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Mirochnik. La chaîne Tavria. Nous recevons beaucoup de messages de la rivière à droite de Dniepr sur la situation qui se dégrade dans la région de Kherson, qui est occupée pour le moment. Est-ce que vous avez reçu cette information? Quels crimes sont enregistrés? Est-ce qu'ils sont enregistrés pour les vérifier, pour ouvrir des enquêtes pénales au futur quand la région de Kherson sera libérée? Merci beaucoup pour votre question. Merci. En étant sur le territoire de la région de Kherson, vous suivez les situations qui se déroulent dans cette zone, dans la zone qui est contrôlée pour le moment par les combattants ukrainiens. Bien sûr, nous possédons des informations qui est transmises par les canaux, par les forces de renseignement, par les services qui surveillent la situation qui se déroule dans cette zone. Et grâce aux médias, nous recevons les informations sur ce qui se passe. Mais malheureusement, pour présenter ces matériaux officiels dans les organisations internationales, nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne trouvons pas dans ces zones, nous ne pouvons pas le vérifier par les faits, par les données, par les photos et les vidéos et par les témoignages de personnes qui y habitent pour le moment, qui sont torturées par les combattants ukrainiens. La première difficulté, c'est à cause des formations ukrainiennes qui chassent les personnes qui sont en faveur de la Russie ou ils critiquent les autorités ukrainiennes. Et pour le moment,
il est plus rationnel, c'est de s'adresser aux organisations internationales qui disent qu'ils se trouvent sur le territoire de l'Ukraine, qu'ils effectuent en surveillance. C'est la Croix-Rouge et d'autres organisations de la défense des droits de l'homme qui ne critiquent pas la partie ukrainienne en ce qui concerne l'accès aux territoires différents. Информации, Voilà, en basant sur l'information qui est en disposition de nous et de vous, il est nécessaire pour ces organisations d'attirer leur attention envers les poursuites contre les civils à Kherson, les territoires ajustés, ce qui est appelé la rive droite de la région de Kherson. Là, la situation est catastrophique en termes de l'action des services de renseignement ukrainiens qui agissent très cruellement envers la population civile là-bas et l'adresse par les organisations internationales serait très utile si ces organisations aient assez de courage pour le faire. Merci. Le radio de la Slovénie. Bonjour, je m'appelle Yelena Ponudik. Merci beaucoup pour le rapport présenté. Je voudrais préciser quelles institutions internationales recevront les informations sur ce rapport et est-ce que vous pensez que ces institutions en Europe ou aux États-Unis seront intéressées par le rapport? Merci. Merci pour cette question. Je peux vous dire, certes, qu'ils montreront de l'intérêt. Ils montrent l'intérêt régulièrement parce qu'ils reçoivent nos données. Mais la première question concerne la volonté politique, le courage politique et la compréhension de son rôle dans ces processus. Parce que malheureusement, un nombre d'organisations internationales qui visent à faire le monitoring, de fixer des actions, de contrôler les actions, de donner des estimations, aujourd'hui, ils sont engagés et ils se sont dégradés dans leurs actions. Ils regardent les actions d'un côté sans assez d'attention et les actions d'autres sont suivies avec beaucoup de contrôle, beaucoup d'attention. Donc, utiliser les données de l'administration ukrainienne, ils les utilisent et disent que ces données sont bien vérifiées. Dans un même temps, ils disent que les données russes ne peuvent pas être utilisées parce qu'ils ne sont pas assez vérifiés, assez fiables. Et un nombre d'États disent qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe là-bas. Nous ne voulons pas savoir ce qui se passe là-bas. Et nous avons déjà pris le verdict que c'est la Russie qui est coupable de tout ce qui se passe là-bas. Et bien sûr, cela provoque des préoccupations de notre pays. Nous allons envoyer ce rapport dans beaucoup d'institutions, commençant par le Conseil de sécurité et en finissant par nos représentations dans des différents pays. Par nos représentations, ils seront transmis aux autorités nationales et aux autorités chargées de ces questions. Une partie de documents sera envoyée en forme électronique, une autre partie de documents sera transmise en forme en papier aux représentations de délégations qui se trouvent sur le territoire de Russie. Donc, si les organisations internationales ont le plus petit désir d'obtenir cette information, nous fournirons toutes les conditions nécessaires. Merci beaucoup pour cette question. J'ai déjà vérifié. Le rapport dont nous parlons est déjà publié dans toutes les sources du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Pasolska Жизнь, je vous donne la parole. Bonjour, Monsieur Mirochnik. Bonjour, collègues. C'est l'agence Pasolska Жизнь. Quelle a été la réaction des institutions internationales, comme par exemple la Croix-Rouge, sur les violations par la Russie des droits de l'homme dans le 3e trimestre? Merci. Donc, vous comprenez la réaction, vous avez voulu dire, de l'Ukraine n'a pas été bien présentée
Personne n'a dit que oui, nous avons reçu l'information. Nous voyons bien sûr des changements dans le nombre des rapports publiés. Mais là, il n'y a pas de référence à nos documents. Là, il y a juste des amendements. Par exemple, il y a des phrases de bureau de commissariat de droits de l'homme qui changent de formule, qui devient plus sévère ou à l'inverse plus faible. Donc, en ce qui concerne la présentation des preuves de ces crimes, nous continuerons notre ligne sur la pression contre les organisations qui, selon leur statut, sont obligées de se baser sur des données fiables. Donc, après chaque rapport, j'espère que la situation va changer et je suis sûre qu'à la fin, l'attitude envers ce conflit et tout ce qui l'entoure sera juste. Donc, merci beaucoup. Merci. Est-ce que Голос Отечества est avec nous? Oui. Bonjour, chers collègues. Monsieur Merochnik, pendant l'interview récente comme Komsomolskaya Pravda, vous avez dit qu'en Ukraine, il y a un nombre de prisons secrets où l'accès pour les institutions internationales est interdit. Vous avez dit que là, les tortures et les meurtriers sont pratiqués. Selon vous, créer le tribunal international est impossible parce qu'il doit être établi par par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais là, il y a 3 pays qui ont le droit de veto, malgré qu'il y a des délinquants qui ont pu être envoyés dans ce prison parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes inhumains. Donc, quelles sont les variantes pour le sort de ce prison? Donc, j'ai mentionné dans notre rapport que nous nous basons sur les crimes, sur le principe que les crimes effectués par le régime de Kiev, par des commandants qui donnent des ordres de crimes, sont effectués sur les territoires de la Russie, où la juridiction russe peut être en vigueur. Plus de 7000 affaires pénales ont été initiées qui concernent des combattants ukrainiens. Selon le comité d'enquête russe, 632 militaires ukrainiens ont reçu de 8,5 ans de prison pour leurs crimes et même leur détention en perpétualité. Donc, ce système travaille et il va travailler plus activement au futur. Notre système enregistre des crimes commis qui recevront des verdicts. Chaque commandant, chaque soldat recevra le verdict. Vous avez très bien cité mes cotations. Je voudrais juste préciser que quand nous parlons du tribunal international, nous comprenons la procédure de sa création. Mais maintenant, nous ne voyons pas de perspective réelle quand, dans le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a les participants qui financent les forces armées ukrainiennes, qui bloquent la création des commissions de monitoring. Donc, ils ne permettront pas que les organisations internationales accusent eux-mêmes, eux qui sont des co-auteurs, des complices de ces crimes. Comment la pensée politique va évoluer en ce qui concerne la procédure pénale envers ceux qui ont commis des crimes? Je ne voudrais pas
y réfléchir d'une manière philosophique. Nous devons nous baser sur la législation russe et s'il y a des joueurs internationaux qui sont intéressés d'observer ou de mener des enquêtes et des actions pénales, on pourra considérer cette question parce que la Russie est intéressée que tout le monde comprenne que les verdicts sont justes, ils correspondent à la législation et ils poursuivent des criminels réels. Comment la situation va changer? On va voir. Merci beaucoup. Nous avons la deuxième question. L'ex-commandant des forces américain Ben Rogers a donné une interview que si le temps était mieux préparé après le début de l'incursion et aurait prévenu la Russie qu'il va donner des armements à l'Ukraine, la situation aurait été différente. Il dit que nous avons eu des années pour prévenir la Russie. Il faut nous concentrer sur le retrait des forces russes de l'Ukraine. Quels sont vos commentaires à l'égard de cette interview, Monsieur Hodges? Monsieur Hodges ne doit pas interpréter les situations qui se passent à sa guise, mais tenir compte de la réalité sur le terrain. La réalité est que l'OTAN a participé à l'organisation du conflit qui se déroule sur le territoire de l'Ukraine et cela n'a pas commencé le 22 février 2022. L'OTAN a pompé l'Ukraine d'armes, a préparé des unités de combattants qui se trouvaient sur le territoire de l'Ukraine et les a armés pour créer une menace à l'égard de la Russie. C'est pourquoi M. Hodges peut lire ou apprendre les faits qui ne sont pas connus par lui ou il les ignore. Il doit savoir que la sortie de la situation existante est très facile après que l'OTAN et les maîtres de l'Ukraine arrêtent le financement du conflit. Ce conflit va s'étouffer dans des semaines. Et si ces messieurs ont pitié de la population civile qui est tuée chaque jour, on doit donner un résultat. Mais ils continuent de jouer les jeux pour des tentatives de les blanchir et d'accuser quiconque de ce qui se passe sur le territoire de l'Ukraine. Le temps a créé une menace. C'est le temps qui est la racine de ce conflit. C'est le temps qui a violé les obligations des années 80 quand ils disaient qu'ils ne vont pas se propager sur l'Est vers la Russie. Cela a été violé par cette vague de l'expansion de l'OTAN. L'Ukraine a été pompée par les armes, par les instructeurs formés. Qui est responsable de la situation qui existe? C'est une question rhétorique. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Le Pakistan, s'il vous plaît. Avant de vous poser la question, permettez-moi de vous exprimer les condoléances à cause de la mort de Ivan Zuyev qui est mort après la frappe d'un drone. Son professionnalisme et son courage et son attachement à leur métier a été respecté par les collègues, les journalistes. Monsieur Mirochnik, je voudrais vous poser la question. Quelle est la différence entre les faits des crimes des régimes de Kiev dans ce trimestre de 2025 par rapport à d'autres périodes? Merci. Je voudrais vous remercier pour avoir mentionné Ivan Zuyev qui est mort hier à cause d'une frappe d'un drone ukrainien. C'est un crime délibéré qui a été commis par les criminels ukrainiens. Il n'y a pas de secret que les autorités politiques ukrainiennes
accorde une attention particulière à la présence de personnes qui sont capables de dire la vérité sur ce qui se passe sur la ligne de combat. Quand le Zelensky ment au cours des rencontres avec les chefs d'autres États en décrivant une réalité virtuelle qui se déroule sur cette ligne de combat. Ce sont les personnes comme Ivan Zuyev et d'autres vos collègues, des journalistes qui se trouvent sur le terrain dans cette zone et voient avec leurs propres yeux ce qui se passe. Ce sont eux qui disent la vérité et ils sacrifient leur vie parce que le régime de Kiev cherche à limiter cette vérité et leur empêche de remplir leur métier. Ivan Zuyev a été un journaliste civil et le meurtre des journalistes civils, c'est un crime de guerre et c'est la responsabilité des criminels de Kiev, de ceux qui ont donné cet ordre. Nous allons cueillir tous les faits qui sont liés au meurtre d'Ivan, à la blessure de son collègue. Nous allons les transmettre aux instances internationales pour donner une évaluation juste à ces crimes, mais nous devons constater qu'une panoplie de documents que nous avons transmis aux instances internationales qui disent qu'ils veulent protéger le professionnalisme des syndicats et des personnes qui couvrent les conflits de guerre, leur vision est différente à la guerre de ce qui se passe avec les journalistes tout au long de la ligne de combat. Et nous proposons de rendre le travail de ces instances plus efficace. Nous devons faire tout notre possible pour leur donner la possibilité de prendre cette décision. Merci pour votre question. Oui. La deuxième partie de votre question. J'ai déjà couvert une partie de cette question. Dans ce rapport, il y a des conclusions tirées de cette situation. Je voudrais mentionner que nous voyons une croissance du nombre des morts et des blessés. Par exemple, si on parle de troisième trimestre de 2025, plus de 200 personnes ont été blessées ou mortes à cause des actes des combattants ukrainiens. L'Ukraine utilise un grand nombre de drones pour tuer les civils, la population civile. Ce sont les armements dont le régime de Kiev est très fier et ce sont les occidentalistes qui pompent l'Ukraine avec ces armements. Notre message principal, l'Occident, en pompant l'Ukraine des armements à longue portée, en pompant l'Ukraine par des drones, dont aux combattants dans les mains en armes pour tuer la population civile. 70 personnes des blessés ou des morts ont été touchées par les drones. Les systèmes non pilotés n'ont pas produit en Ukraine. L'Ukraine les assemble par des pièces de rechange que les occidentalistes les livrent. Et ce sont les occidentalistes qui leur énumèrent les sites civils sur lesquels ils doivent frapper. Toute l'information nécessaire est présente dans notre rapport. Si vous pouvez consulter cette liste, nous serons très reconnaissants. Merci. Chers collègues, d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais donner la parole à M. Mirochnik. Je vous remercie pour votre attention à ce sujet. Le 23 octobre, nous envisageons de tenir une table ronde internationale au cours duquel nous allons nous concentrer sur l'information liée à la violation du droit international humanitaire sur le territoire de la République populaire de Lugansk. J'invite vous tous à y participer. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.